Il y a des messages qui changent une vie en quelques mots. Celui qu'Isabelle reçut ce soir de mai contenait 3 lignes. 3 lignes qui mirent fin à 5 ans de mariage. 3 lignes qu'elle reconnut immédiatement. Ce n'était pas son mari qui les avait écrites, c'était sa belle-mère. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce message n'était pas une fin, mais un commencement. Isabelle sentit la fatigue l'envahir dès qu'elle s'assit dans le métro. Cette fatigue lourde et profonde qui vient après 12 heures debout dans le service de pédiatrie de l'hôpital Necker. 12 heures à courir entre les chambres étroites, à consoler des enfants qui pleuraient après leur prise de sang, à sourire aux parents épuisés alors qu'elle-même tenait à peine sur ses jambes. Ses pieds la faisaient souffrir malgré les chaussures orthopédiques blanches qu'elle détestait mais que toutes les infirmières finissaient par porter après quelques années, parce que la coquetterie cède toujours face à la douleur quotidienne. Le métro était bondé et sentait la sueur mélangée au désinfectant, cette odeur âcre qui lui collait à la peau depuis ce matin, et elle ferma les yeux en s'agrippant à la barre métallique, comptant mentalement les stations qui la séparaient encore de chez elle. Son téléphone vibra dans la poche de sa blouse froissée, mais elle l'ignora, sachant que c'était probablement l'hôpital, quelqu'un qui voulait échanger un service ou se décharger d'un week-end pénible. Et elle se dit qu'elle répondrait demain, que ce soir elle n'avait plus la force de rien d'autre que de rentrer chez elle, enlever ses chaussures qui lui scièrent les pieds depuis ce matin, et peut-être, si elle trouvait encore un peu de courage quelque part au fond d'elle-même, manger quelque chose de simple avant de s'effondrer dans son lit. Quand les portes du métro s'ouvrirent enfin à Bastille, elle se laissa porter par le flux des voyageurs vers la sortie et remonta lentement la rue de la Roquette vers son immeuble, tandis que le soleil de mai déclinait entre les façades haussmanniennes, projetant des ombres longues et douces sur les trottoirs encore chauds de la journée. Les terrasses de café se remplissaient de gens qui riaient, qui parlèrent fort, qui semblaient n'avoir aucun souci au monde, aucune double garde derrière eux, aucune fatigue qui leur sciait les jambes à chaque pas. Et Isabelle les regarda à peine en passant, trop concentrée sur l'effort de mettre un pied devant l'autre. 5 étages à monter, sans ascenseur évidemment, l'immeuble datait du XIXe siècle, et personne n'avait jamais jugé utile d'en installer un, et l'escalier sentait le vieux bois ciré, et cette odeur particulière des immeubles parisiens anciens, ce mélange de poussière, de pierres froides et de vie superposées depuis des décennies, des générations de locataires qui avaient grimpé ces mêmes marches usées avant elle. Elle monta lentement, s'arrêtant au 3e palier pour reprendre son souffle, la main posée sur la rampe en fer forgé, et une odeur d'ail et de romarin s'échappa de l'appartement des voisins, lui rappelant cruellement qu'elle n'avait presque rien mangé de la journée, juste un sandwich jambon-beurre avalé à 11 heures dans la salle de pause, debout près de la machine à café, entre 2 urgences. Au 5e étage, elle fouilla dans son sac pour trouver ses clés et ouvrit enfin la porte de l'appartement, et l'obscurité et le silence l'accueillirent comme chaque soir depuis des semaines maintenant. Cette obscurité familière qui lui disait qu'Alexandre n'était pas là, encore, probablement chez ses parents à Saint-Cloud dans cette immense maison bourgeoise où Marianne régnait comme une reine sur son royaume de meubles Louis XV et de tapis persans, ou peut-être dans un café quelque part. Carnet Moleskine ouvert devant lui, stylo à la main, à chercher l'inspiration pour ce roman qu'il promettait d'écrire depuis 3 ans maintenant, mais qui n'existait toujours que sous forme de notes éparses et de bonnes intentions qui ne menaient nulle part. Isabelle laissa tomber son sac près de l'entrée et enleva ses chaussures d'un coup de pied las, et le parquet ancien était frais sous ses pieds endoloris, et elle resta là un long moment, debout dans le couloir étroit, savourant simplement le fait d'être immobile, d'être seule, d'être enfin chez elle après cette journée interminable. La lumière du crépuscule entrait par la fenêtre du salon, teintant tout d'une lueur orangée, presque irréelle, qui transformait les meubles ordinaires en silhouettes mystérieuses et douces. C'était un petit appartement, 2 pièces sous les toits avec des poutres apparentes qui donnaient des coups de tête aux visiteurs trop grands, une kitchenette minuscule et une vue sur les cheminées parisiennes. Mais c'était le sien, à son nom à elle depuis le début parce qu'Alexandre n'avait jamais réussi à fournir les documents nécessaires, toujours une excuse différente, toujours une promesse de régulariser ça bientôt qui ne se concrétisait jamais. Dans la cuisine, elle but un grand verre d'eau fraîche directement au robinet, sans prendre la peine de sortir un verre propre, et l'eau était froide, presque glacée, et elle la sentit descendre dans sa gorge, apaiser un peu cette sensation de sécheresse qui l'habitait depuis ce matin. Son téléphone vibra encore dans sa poche, et cette fois, agacée par cette insistance,
Elle le sortit et regarda l'écran qui s'alluma dans la pénombre. 3 messages non lus. Tous d'Alexandre. C'était étrange. Il ne lui écrivait presque jamais pendant la journée, prétendant que ça brisait son flux créatif, que les notifications le déconcentraient de son travail d'écriture. Elle ouvrit le premier message, et le monde bascula. Nous avons décidé de prendre nos distances. Merci de ne plus nous contacter. Isabelle lut les mots une première fois sans vraiment les comprendre, comme si son cerveau fatigué refusait d'en saisir le sens, comme si les lettres formaient des mots dans une langue étrangère qu'elle ne parlait pas. Et puis elle relut, une deuxième fois, une troisième, et chaque mot était soigneusement choisi, poli, distant, froid comme une lettre de résiliation de contrat. Le vouvoiement soudain alors qu'ils se tutoyaient depuis leur première rencontre il y a 5 ans. Ce nous, glacial, qui impliquait une décision collective, un consensus, un accord mutuel auquel elle n'avait pas été conviée. Ce n'était pas Alexandre qui avait écrit ces mots, ça ne pouvait pas être lui, parce qu'Alexandre ne parlait pas comme ça, n'écrivait pas comme ça, n'utilisait jamais le vouvoiement avec elle-même dans leurs pires disputes quand ils se criaient dessus à propos d'argent ou de ses parents ou de son incapacité chronique à trouver un travail. Non, c'était Marianne, sa belle-mère. Isabelle reconnaissait ce style très particulier, cette manière de formuler les choses avec une politesse venimeuse, cette façon de vous rejeter avec des mots soigneusement choisis qui faisaient encore plus mal que des insultes directes parce qu'ils ne vous laissaient aucune prise, aucune possibilité de riposte, aucun angle d'attaque. Elle imagina la scène avec une clarté presque douloureuse, comme si elle y était, comme si elle pouvait voir à travers les murs et les kilomètres qui la séparaient de Saint-Cloud. Marianne dans son salon immaculé, assise bien droite sur son canapé de velours bleu, le dos raide, les mains posées sur ses genoux, et Alexandre à côté d'elle, les épaules voûtées, le regard fuyant, incapable de protester, incapable de dire non, incapable de la défendre comme il avait toujours été incapable de la défendre face à sa mère, pendant que celle-ci prenait son téléphone posé sur la table basse en marbre et tapait ses mots avec ses doigts, aux ongles parfaitement manucurés. Isabelle s'assit lentement sur le canapé du salon, parce que ses jambes ne la portaient plus, parce que quelque chose venait de se briser en elle sans faire de bruit, et le téléphone tremblait maintenant dans sa main. 5 ans. 5 ans de mariage, 5 ans de vie commune, 5 ans à essayer de construire quelque chose ensemble, à croire qu'ils formaient une équipe, qu'ils étaient eux contre le monde, et il la quittait par message, un message qu'il n'avait même pas eu le courage, même pas eu la décence d'écrire lui-même. Le pire, c'est qu'au fond d'elle-même, dans un coin de son esprit qu'elle refusait d'explorer depuis des mois, elle n'était pas vraiment surprise. Elle repensa au dernier dîner chez les Roussel, 3 semaines plus tôt. Un de ces dîners du dimanche soir interminable qu'elle redoutait depuis le vendredi, mais auquel elle ne pouvait se soustraire sans déclencher une crise, sans provoquer le courroux glacial de Marianne et les reproches passifs-agressifs d'Alexandre qui pouvaient durer des jours. Marianne avait invité des amis, un couple de leur âge, et elle les avait présentés à Isabelle avec ce sourire poli qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux gris acier. Voici la petite infirmière d'Alexandre. Pas ma belle-fille, pas la femme d'Alexandre, la petite infirmière. Et Alexandre n'avait rien dit, il avait continué à manger son saumon fumé, les yeux baissés sur son assiette en porcelaine, comme s'il n'avait rien entendu, comme si ces mots ne le concernaient pas. Elle pensa à sa grand-mère Louise, la seule famille qu'elle avait jamais vraiment eue, cette femme petite aux mains abîmées par des années de ménage dans les immeubles bourgeois qui l'avaient élevée après que ses parents l'avaient abandonnée à 3 ans, Mamie Louise qui sentait la lavande et le savon de Marseille et qui disait toujours avec cette sagesse un peu amère des gens qui ont beaucoup souffert. « Ma petite, dans la vie, tu ne peux compter que sur toi-même. Les autres, ils partent. Toujours. Alors apprends à te suffire. » Isabelle avait trouvé ça triste à l'époque, désespérant même, mais maintenant, debout devant cette fenêtre parisienne avec un message de rupture dans une main, elle comprenait que sa grand-mère ne lui avait pas transmis du désespoir, mais un cadeau, le cadeau de la lucidité. Elle regarda autour d'elle, vraiment regarda pour la première fois depuis longtemps, cet appartement qu'elle payait seule depuis 2 ans, le loyer à son nom, les factures d'électricité à son nom, l'abonnement Internet à son nom, tout à son nom, et la BMW garée en bas dans la rue, cette voiture gris métallisée qu'elle lui avait offerte pour ses 35 ans, financée par 6 mois d'heures supplémentaires harassantes, 6 mois à enchaîner les gardes de nuit et les week-ends, et 68
1 000 € investis en 5 ans dans leur vie commune, lui n'avait jamais rien payé, jamais rien contribué. Et maintenant, il la quittait. Par message, avec les mots de sa mère. Quelque chose se brisa en elle à cet instant. Pas son cœur, parce qu'elle n'était même pas sûre d'avoir encore un cœur à briser en ce qui concernait Alexandre, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Cette partie d'elle qui avait encore envie d'essayer, de comprendre, de pardonner, de sauver ce qui pouvait l'être. Cette partie qui voulait croire qu'avec assez d'amour, elle pourrait se faire accepter par cette famille. Cette partie-là mourut instantanément, sans bruit, sans drame. À sa place, quelque chose de nouveau émergea, quelque chose de froid, de clair, de terriblement lucide. Isabelle ouvrit un nouveau message et ses doigts ne tremblaient plus. Elle tapa 2 mots, simplement, sans ponctuation superflue, sans émotion apparente. Très bien. Elle envoya et le message partit avec un petit bruit, lu immédiatement. Bien sûr, il devait fixer son téléphone en attendant sa réaction, s'attendant probablement à des larmes, des supplications, une crise. Elle attendit 30 secondes, le temps de laisser le message faire son effet, puis elle tapa autre chose, calmement, méthodiquement. « Je vais annuler les prélèvements de la maison et de votre voiture. » Cette fois, ses doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'excitation, d'une étrange euphorie qui montait en elle comme une bulle. Elle envoya, puis éteignit son téléphone. Le silence qui suivit était différent de celui qui l'avait accueilli en rentrant. Ce n'était plus le silence vide d'un appartement où elle attendait quelqu'un qui ne venait jamais. C'était le silence plein de quelque chose qui commence, de quelque chose qui change irrémédiablement. Elle s'assit par terre, dos contre le canapé, jambes repliées contre sa poitrine, et pour la première fois depuis des mois, depuis peut-être des années, Isabelle pleura. Mais ce n'était pas de la tristesse, pas celle qu'elle aurait dû ressentir en apprenant que son mari la quittait, c'était autre chose. Une libération violente, sauvage, de la rage pure et brûlante contre Alexandre, contre Marianne, contre elle-même pour avoir cru pendant 5 longues années qu'elle pourrait être assez bien pour cette famille. Elle pleura jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que sa respiration se calme, jusqu'à ce que le silence de l'appartement redevienne supportable, et puis elle se releva lentement, alla dans la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide, longuement, jusqu'à ce que ses joues brûlent, et se regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. Ses yeux étaient rouges, bouffis, ses cheveux châtains tombaient en désordre sur ses épaules. Elle avait l'air épuisée, vidée, comme si quelqu'un avait aspiré toute vie hors d'elle. Mais elle était debout, encore debout. Elle retourna au salon et ralluma son téléphone, et l'écran explosa littéralement de notifications. 47 appels manqués, tous d'Alexandre. Alexandre débarqua à 23 heures, essoufflé comme s'il avait monté les 5 étages en courant, et il martela la porte avec cette insistance désespérée des gens qui savent qu'ils ont tout gâché, mais qui espèrent encore qu'un peu d'urgence suffira à effacer l'irréparable. Isabelle ouvrit, le visage sec, les yeux encore rouges mais le regard calme, et elle le laissa entrer sans un mot, sans un geste, simplement en reculant d'un pas pour lui faire de la place dans le couloir étroit. Il était pathétique. C'est le premier mot qui lui vint à l'esprit en le voyant là, dans l'entrée, les cheveux en désordre, le souffle court, les yeux fuyants qui cherchaient n'importe où, sauf son regard à elle. « Ce n'est pas moi, Isabelle. Je te jure que ce n'est pas moi qui ai écrit ce message. C'est maman. Elle a pris mon téléphone pendant que j'étais aux toilettes. Elle voulait te tester. Elle voulait voir si tu tenais vraiment à moi. Je n'étais même pas au courant jusqu'à ce que tu répondes. » Il parlait vite, trop vite, avec cette voix légèrement aiguë qu'il prenait toujours quand il mentait ou quand il avait peur, et ses mains tremblaient légèrement le long de son corps. Isabelle le regarda longuement sans rien dire, et puis elle alla s'asseoir sur le canapé du salon, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux, avec ce calme terrible des gens qui ont déjà pris leur décision et qui attendent simplement que l'autre comprenne qu'il est trop tard. « Assieds-toi, Alexandre. » Il hésita, resta debout près de la porte comme s'il envisageait encore de fuir, et puis il obéit, s'assit sur le bord du canapé, loin d'elle, le dos raide, les mains serrées entre ses genoux. « Raconte-moi, » dit-elle simplement, et sa voix était douce, presque tendre, mais il y avait quelque chose de définitif dedans, quelque chose qui disait que cette conversation serait la dernière de ce genre. Il commença à parler, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, racontant ce conseil de famille qu'il avait essayé d'éviter, mais auquel Marianne avait insisté, cette réunion dans le grand salon de Saint-Cloud,
où son père et sa mère avaient passé 2 heures à lui expliquer qu'Isabelle l'étouffait financièrement, qu'elle profitait de sa gentillesse, qu'il était temps qu'il reprenne sa vie en main et qu'il revienne travailler dans l'entreprise familiale, mais à une seule condition, une condition non négociable, qu'il rompe avec elle. « Et tu n'as rien dit », constata Isabelle, et ce n'était pas une question mais une affirmation, quelque chose qu'elle savait déjà, avant même qu'il ne confirme. Alexandre baissa les yeux, fixa le parquet entre ses pieds. « Je pensais régler ça en douceur, je ne voulais pas de conflit. Je voulais leur expliquer calmement que c'était ma vie, que tu comptais pour moi, mais tu connais maman, quand elle a une idée en tête. » Il laissa sa phrase en suspens, comme si cette explication suffisait, comme si l'existence de Marianne justifiait tout. Isabelle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda Paris qui scintillait dans la nuit de mai. « Alexandre, ça fait 5 ans. 5 ans que j'essaie. J'ai supporté les dîners humiliants où ta mère me présente comme la petite infirmière. J'ai travaillé double pour qu'on ait une vie décente. J'ai même proposé qu'on voie un conseiller conjugal. Tu te souviens ? Tu as dit que c'était inutile. » Elle se retourna vers lui, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. « Je ne te quitte pas par colère, Alexandre. Je te quitte par épuisement. Il n'y a plus rien à sauver. Isabelle, s'il te plaît, je... »« Pars !» dit-elle doucement, et ce mot tomba entre eux comme une pierre dans un puits sans fond. Il essaya encore de protester, de supplier, mais elle secoua la tête et il comprit que c'était fini. Il se leva, marcha vers la porte, se retourna une dernière fois. « C'est chez moi aussi, tu sais. » Isabelle sourit tristement. « Vérifie le bail, Alexandre. Seul mon nom y figure. » Il partit, détruit, et elle referma la porte derrière lui. Puis, elle alla chercher son ordinateur portable, s'assit à la table de la cuisine et ouvrit ses relevés bancaires. La lumière de l'écran éclairait son visage dans la pénombre. 68 000 € investis en 5 ans. Loyer, nourriture, voiture, vacances, tout. Elle regarda ce chiffre longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que la colère cède la place à quelque chose de plus froid, de plus déterminé. Puis elle sourit. Le lendemain, Isabelle travailla en mode automatique, ce mode où le corps fait ce qu'il doit faire pendant que l'esprit est ailleurs, très loin, dans ce territoire étrange, où les décisions se prennent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ses collègues remarquèrent ses cernes, ses gestes un peu plus lents que d'habitude, cette façon qu'elle avait de fixer le vide entre 2 patients, mais personne ne posa de questions parce qu'à l'hôpital tout le monde avait ses mauvais jours et qu'on respectait le silence des autres comme on espérait qu'ils respecteraient le nôtre. Docteur Mourad, son chef de service, cet homme à la 50aine tranquille qui avait toujours eu pour elle une tendresse paternelle, lui glissa en passant près d'elle dans le couloir. « Problèmes à la maison ?» Elle hocha la tête, incapable de parler, et il posa brièvement sa main sur son épaule avant de continuer sa ronde, et ce geste simple, cette compassion silencieuse, faillit la faire craquer. À la pause de midi, alors qu'elle buvait un café froid dans la salle de repos en regardant par la fenêtre les toits de Paris sous le soleil de mai, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. La voix de Marianne, glaciale comme un matin de janvier, se déversa dans son oreille sans préambule, sans politesse, sans même un bonjour. « Alexandre dort chez nous depuis hier soir. Il est effondré, complètement effondré. Vous devriez avoir honte de traiter ainsi un homme malade. » Isabelle sentit ses doigts se crisper sur le téléphone. « Malade ? Il fait une dépression nerveuse, à cause de vous, de votre égoïsme, de votre incapacité à comprendre sa sensibilité d'artiste. Mon mari et moi avons toujours su que vous n'étiez pas la femme qu'il lui fallait, mais nous avons respecté son choix, et voilà comment vous le remerciez. » Isabelle raccrocha sans un mot, les mains tremblantes, le cœur battant trop fort dans sa poitrine. Elle resta là, assise sur la chaise en plastique inconfortable de la salle de repos, à regarder son téléphone comme si c'était un objet dangereux, et elle sentit la colère monter en elle, différente de celle d'hier soir, plus froide, plus déterminée. Les messages d'Alexandre commencèrent à arriver dans l'après-midi, d'abord espacés, puis de plus en plus rapprochés, comme une marée montante. « La voiture a été saisie ce matin. Je dors chez mes parents. Tu es contente ? Puis, s'il te plaît, on peut parler, je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer. » Puis, le plus douloureux, celui qui lui fit comprendre à quel point elle avait été aveugle pendant 5 ans. « Maman dit que tu profites de ma fragilité depuis le début, que tu m'as isolée de ma famille,
que tu m'as rendu dépendant financièrement de toi. Mais c'est le message suivant qui la glaça vraiment. Papa connaît le directeur de ton hôpital. Il va lui parler de ton comportement instable, pour me protéger. Isabelle sentit la peur l'envahir pour la première fois depuis hier soir. Son métier, c'était tout ce qu'elle avait construit seule après des années de galère, après l'enfance dans les foyers, après la mort de sa grand-mère, tout ce qui lui restait quand tout le reste s'effondrait. L'hôpital était son ancre, sa stabilité, sa dignité. Le soir même, elle vida l'appartement de toutes les affaires d'Alexandre, méthodiquement, sans colère, comme on fait le ménage après une fête qui a trop duré. 3 valises, 2 sacs. 5 ans de vie commune réduits à ça, à ces bagages anonymes qu'elle empila près de la porte. Elle hésita un moment, le téléphone à la main, puis elle appela Marianne directement, sans passer par Alexandre, parce qu'elle avait compris maintenant qu'il fallait parler au chef, pas aux soldats. « J'ai ces affaires. Où voulez-vous que je les dépose ?» Silence glacial au bout du fil, puis cette voix coupante comme une lame. « Devant notre portail, demain avant 8 heures. Nous ne voulons pas de scène. » Il n'y aura pas de scène. « Parfait. Et Isabelle ?» Une pause. « Ne revenez jamais ici. » Plus jamais. Clic. Isabelle resta avec le téléphone contre l'oreille, écoutant la tonalité, et elle comprit que ce n'étaient pas des cris qu'elle avait à craindre, pas des insultes, mais ce mépris froid, définitif, cette façon qu'avait Marianne de vous effacer d'un mot, d'un silence, d'un portail refermé. Le lendemain matin, 7h30, elle déposa les cartons devant l'hôtel particulier des Roussel à Saint-Cloud. Elle sonna. Attendit. Marianne ouvrit, en robe de chambre de soie, impeccable même au réveil. Elle regarda Isabelle de haut en bas, sans un mot, sans une reconnaissance, comme si elle regardait quelque chose d'insignifiant, puis referma le portail. Isabelle resta plantée sur le trottoir, les mains vides, le cœur battant. Aucun mot. Aucune reconnaissance. Comme si elle n'existait pas. En rentrant chez elle, elle trouva un SMS de Marianne, envoyé 2 minutes plus tôt. Merci d'avoir rapporté ses affaires. Nous nous occupons d'Alexandre maintenant. Bonne continuation. 3 lignes, polie, glaciale, définitive, impossible de dormir cette nuit-là. Isabelle se leva vers 3 heures du matin, fit du café, s'assit dans le salon vide en regardant Paris endormi par la fenêtre. Elle ouvrit son ordinateur portable, pas pour fouiller, pas vraiment, juste pour supprimer Alexandre de leur compte partagé, effacer les traces administratives de leur vie commune, mais en nettoyant leur drive, elle tomba sur un dossier qu'elle n'avait jamais ouvert, caché au milieu d'autres fichiers anodins. Message, maman 2024. Elle cliqua, le cœur battant sans savoir pourquoi, et elle découvrit des screenshots, des dizaines de screenshots de conversations WhatsApp entre Alexandre et Marianne, datant de toute l'année écoulée. « Maman, elle veut qu'on aille au cinéma encore ce week-end. C'est épuisant. Je n'en peux plus de ces soirées culturelles. »« Mon chéri, tu es trop sensible pour elle. Elle ne comprend pas ta nature artistique. Elle est trop terre-à-terre, trop basique. » Et plus loin, elle m'a encore parlé de chercher un travail comme si j'étais un raté, comme si écrire ne comptait pas. Tu n'es pas un raté, mon ange. Tu cherches ta voix. C'est elle qui ne comprend rien à l'art, à la création. Elle ne voit que l'argent. Isabelle scrollait, incapable de s'arrêter, découvrant des mois, peut-être des années de trahison silencieuse, et elle s'arrêta sur un screenshot daté de leur 2e anniversaire de mariage, 2 ans plus tôt. Isabelle veut qu'on achète un appartement ensemble, elle parle de crédit, de projets communs. Non, Alexandre, surtout ne mets rien à ton nom avec elle, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Protège-toi. Tu as raison, maman, je vais lui dire que je ne suis pas encore prêt. Isabelle ferma l'ordinateur, les mains tremblantes. Elle n'avait pas besoin de fouiller davantage. Tout était là, depuis le début, cette double vie qu'il menait entre elle qui croyait construire un avenir et sa mère qui sabotait chaque projet, chaque rêve, chaque tentative de les rendre indépendants. Elle appela Léa, son amie rencontrée lors d'un bénévolat pour enfants hospitalisés, assistante sociale habituée aux drames familiaux. Léa décrocha à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée mais inquiète. « Isabelle, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe ?» Et Isabelle raconta tout d'une traite, sans pleurer, juste avec cette voix plate des gens qui ont dépassé le stade des larmes. Léa écouta en silence, et quand Isabelle eut fini, elle soupira longuement. « Tu le savais déjà, non ?
Au fond, tu le savais depuis longtemps. Silence. Oui, je le savais. Alors pourquoi tu es restée? Isabelle regarda par la fenêtre, les lumières de Paris qui commençaient à s'éteindre les unes après les autres. Parce que j'avais peur d'être seule. Parce que je croyais qu'avec assez d'amour, je pourrais le changer. Parce que je ne voulais pas admettre que j'avais gaspillé 5 ans de ma vie. Et maintenant? Maintenant, je sais que le gaspillage s'aurait été de rester. Le lendemain, convocation à la direction des ressources humaines. On l'accusa vaguement de manquement professionnel, rien de concret, juste une pression sourde, des insinuations, des questions sur son état mental, sa stabilité émotionnelle, sa capacité à continuer à travailler dans un service aussi exigeant. Le directeur, visiblement mal à l'aise, conclut d'un ton sec « Réglez vos affaires personnelles, mademoiselle. Nous n'aimons pas les drames ici. » En sortant du bureau, Dr Mourad l'intercepta dans le couloir, la fit entrer dans son bureau, ferma la porte. « Patrick Roussel a appelé hier. Il a raconté des choses sur toi, des mensonges évidents, mais il connaît le directeur depuis l'université. Je lui ai dit que tu étais notre meilleure infirmière et qu'il pouvait aller se faire voir. » Il marqua une pause. « Ça va te coûter des ennuis, probablement à moi aussi, mais je te couvre. Tu es une battante, Isabelle. Ne les laisse pas te détruire. » Isabelle rentra chez elle ce soir-là, l'appartement vide, silencieux, et pour la première fois depuis 5 ans, il était vraiment à elle. Elle s'assit par terre, dans le salon, dos contre le canapé, et elle sourit malgré les larmes qui coulèrent sur ses joues. Elle était libre. Les semaines passèrent dans une routine nouvelle qu'Isabelle construisit pierre par pierre, comme on reconstruit une maison après un incendie. Travail, sport, lecture. Elle évitait soigneusement tout ce qui lui rappelait Alexandre, bloqua son numéro après 3 jours de harcèlement téléphonique, effaça ses photos de son téléphone, donna ses vêtements oubliés à une association caritative. Elle dormait mieux maintenant, mangeait à des heures régulières, redécouvrait le plaisir simple de rentrer chez elle sans appréhension, sans cette boule au ventre qui lui serrait la poitrine chaque fois qu'elle ouvrait la porte, en se demandant s'il serait là, de quelle humeur il serait, s'il aurait encore passé la journée à ne rien faire en prétendant écrire. Un soir, en rangeant un tiroir, elle tomba sur un vieux passe-cinéma qu'une collègue lui avait offert 2 ans plus tôt et qu'elle n'avait jamais utilisé parce qu'Alexandre détestait le cinéma d'auteur, trouvait ça prétentieux, préférait rester à la maison à regarder des séries américaines en mangeant des plats à emporter. Elle regarda le petit rectangle de carton, encore valide jusqu'en décembre, et elle prit une décision. Elle irait ce dimanche. Le ciné-club du quartier, rue Saint-Sabin, était une petite salle nichée au fond d'une cour pavée, avec des fauteuils en velours rouge défraîchi et une odeur de pop-corn et de vieux bois. Ce dimanche-là, il projetait un Romer, le genou de Claire, et Isabelle s'installa au fond de la salle presque vide, seule dans sa rangée, et elle se laissa absorber par l'écran, par ses dialogues sur l'amour et le désir et les choix qu'on fait sans vraiment les comprendre, et elle pleura silencieusement dans le noir, pas de tristesse mais de libération, comme si quelque chose en elle se relâchait enfin après des années de tension. À la sortie, elle traîna dans les rues du Marais, sans but, juste pour marcher, pour exister dans Paris un soir de juin, et elle réalisa avec un choc doux que ça faisait des années qu'elle n'avait pas marché seule comme ça, sans destination, sans obligation, juste pour le plaisir de sentir la ville autour d'elle, les terrasses qui se remplissaient, les rires qui montaient des cafés, la lumière dorée du soleil couchant sur les façades. Le dimanche suivant, elle retourna au ciné-club. Et le suivant encore. Ça devint son rituel, son refuge, ce moment de la semaine où elle n'était plus l'infirmière épuisée, plus la femme abandonnée, juste une spectatrice anonyme dans une salle sombre qui regardait des films et prenait des notes dans un petit carnet qu'elle avait acheté exprès. Personne ne lui posait de questions, personne n'attendait rien d'elle. Un dimanche, une vieille dame assise à côté d'elle pendant la projection d'un Truffaut lui sourit à la sortie. « Vous venez souvent maintenant, moi aussi, depuis que mon mari est mort il y a 3 ans. Ici, je me sens moins seule, vous comprenez ?» Isabelle hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, je comprends. » Parallèlement, Léa l'aidait à démêler la situation administrative avec une efficacité tranquille qui la rassurait. Pas de grands procès, pas de drame, juste des démarches simples, méthodiques, séparation de biens, demande de divorce pour faute. Alexandre signa tout sans broncher, trop honteux ou trop faible pour se battre,
et ses parents engagèrent un avocat qui tenta de négocier pendant 2 semaines avant d'abandonner face aux preuves qu'Isabelle avait rassemblées. Relevés bancaires, messages, témoignages. 3 mois après le message de Marianne, Isabelle reçut les papiers officiels par courrier recommandé. Elle était officiellement célibataire. Libre. Elle s'attendait à ressentir de la tristesse, du regret, peut-être même un peu de nostalgie pour ces 5 années perdues. Elle ne ressentit que du soulagement. Ce soir-là, elle alla au ciné-club pour une projection de Jules et Jim. Et en sortant de la salle dans la douceur de septembre, elle réalisa qu'elle souriait, vraiment souriait, pour la première fois depuis des mois. Au ciné-club, Isabelle commença à remarquer un homme qui venait souvent, toujours seul comme elle, toujours assis vers le milieu de la salle. La quarantaine élégante, barbe grisonnante soigneusement taillée, il avait cette façon particulière de regarder l'écran, penché légèrement en avant, complètement absorbé, et il prenait des notes dans un carnet relié de cuir, avec une concentration qui la fascinait. Il y avait quelque chose de doux dans son visage, quelque chose qui disait qu'il avait souffert mais qu'il avait choisi de rester ouvert au monde malgré tout. Un soir d'octobre, après une projection de Truffaut, ils se retrouvèrent tous les deux sur le trottoir sous une pluie fine qui transformait les lumières de la rue en halos dorés, à attendre que ça passe sous l'auvent étroit du cinéma. Il lui tendit son parapluie avec un sourire timide. « Prenez-le, j'habite à 2 rues. » Elle refusa poliment, amusée par sa propre obstination. « Moi aussi, je peux courir. » Ils rirent ensemble de leur entêtement à vouloir affronter la pluie seule, et puis il se présenta. Samir, restaurateur de films au musée du cinéma. Isabelle, infirmière en pédiatrie. Ils parlèrent pendant 20 minutes sous l'auvent, de Truffaut d'abord, de Jules et Jim, et de l'amour impossible, et puis de cinéma en général, de ces films qui vous sauvent quand la vie devient trop lourde. Samir avait une voix douce, un peu grave, et il choisissait ses mots avec soin, comme quelqu'un qui a appris que les mots peuvent blesser autant que guérir. Il mentionna, sans détail, qu'il avait perdu sa femme il y a 4 ans, un cancer foudroyant qui ne lui avait laissé aucune chance. Le cinéma m'a sauvée après ça. Ça me permettait d'oublier 2 heures par semaine que j'étais seule. Isabelle comprit qu'il ne cherchait pas la pitié, juste à partager une vérité simple avec quelqu'un qui pourrait comprendre. Moi, c'est un mariage qui m'a presque détruite, dit-elle doucement. Il la regarda, et il y avait quelque chose d'infiniment tendre dans ses yeux sombres. Presque, mais vous êtes là. Ils se quittèrent sans échanger de numéro, juste un « à dimanche prochain » lancé dans la nuit pluvieuse, et Isabelle rentra chez elle avec ce sentiment étrange et léger qu'elle avait oublié depuis des années. Cette sensation qu'il existait encore dans le monde des gens avec qui parler était facile, naturelle, sans effort. Les dimanches suivants, ils se croisèrent toujours au ciné-club, et ces rencontres devinrent une habitude douce, un rituel non dit. Ils parlaient de plus en plus longtemps après les projections, jamais de rendez-vous formels, juste ces moments volés sur le trottoir ou dans le café d'en face quand la pluie les chassait. Samir lui prêta des DVD rares de sa collection personnelle, des films japonais qu'elle n'aurait jamais découverts seule. Elle lui parla de son travail, de ses enfants qu'elle soignait et qui lui rappelaient pourquoi elle tenait bon même les jours difficiles. Un soir de novembre, après une projection d'Ozu, Samir lui confia quelque chose de plus intime. « J'ai une fille, Inès. Elle a 9 ans. Elle vit avec moi depuis que sa mère est partie. C'est pour elle que je tiens le coup, vous comprenez? Certains matins, je ne sais pas comment je vais me lever, et puis je la vois dormir dans sa chambre, et je sais pourquoi. » Isabelle sentit son cœur se serrer, pas de tristesse mais d'une émotion plus complexe, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration mêlée de tendresse. « Elle a de la chance de vous avoir. »« Non, » dit-il doucement, « c'est moi qui ai de la chance. Elle me rappelle chaque jour qu'il y a encore des raisons de croire en quelque chose. » En rentrant chez elle ce soir-là, Isabelle trouva un email d'Alexandre, long, pathétique, plein de promesses creuses. « Je suis en thérapie maintenant. Je comprends mes erreurs. Donne-moi une chance. Je t'aime encore. Je vais changer. Je vais affronter mes parents. Je vais devenir l'homme que tu mérites. » Elle le lut une fois, sans émotion, puis le supprima. Elle n'avait rien à lui dire. Plus rien du tout. Marianne débarqua à l'hôpital un mardi matin de novembre, en plein service, droite et glaciale dans son manteau de cachemire noir, et elle attendit Isabelle dans le hall d'entrée avec cette patience terrible des gens qui savent qu'ils ont le pouvoir et le temps. Une infirmière vint prévenir Isabelle. « Il y a une dame qui vous attend en bas.
Elle dit que c'est urgent. Isabelle sut immédiatement de qui il s'agissait. Elle descendit, le cœur battant mais le visage calme, et Marianne lui fit signe de la suivre dehors, vers le café en face de l'hôpital. Elles s'assirent à une table près de la fenêtre, face à face, et Marianne attaqua sans préambule. « Vous avez détruit mon fils. Il est sous antidépresseur depuis 2 mois. Il ne dort plus. Il ne mange presque plus. Tout ça parce que vous avez décidé de jouer les victimes, de vous venger d'une simple dispute en lui coupant tous ses moyens de subsistance. » Isabelle la regarda longuement, sans ciller, et elle sentit quelque chose de nouveau monter en elle. Pas de la peur, mais une clarté froide, une lucidité parfaite. « J'ai payé sa vie pendant 5 ans, Madame Roussel. J'ai supporté vos humiliations à chaque dîner familial. J'ai aimé un homme qui n'a jamais existé en dehors de votre imagination. Et c'est moi qui l'ai détruit? Il vous aimait vraiment, vous savez? Vous étiez tout pour lui. Non. Il aimait l'idée d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un que vous pourriez contrôler à distance. Vous savez ce qui est vraiment triste, Marianne? Ce n'est pas qu'Alexandre soit faible. C'est que vous ayez passé votre vie à le rendre faible exprès, pour qu'il reste avec vous, pour qu'il ait toujours besoin de vous, pour ne jamais avoir à affronter le fait qu'un jour, il pourrait choisir quelqu'un d'autre que sa maman. Marianne blêmit, ses mains se crispèrent sur son sac à main. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» Isabelle se leva calmement. « Cette conversation est terminée. Si vous ou Alexandre me recontactez encore une fois, je porterai plainte pour harcèlement. Au revoir, Marianne. » Elle sortit du café, traversa la rue vers l'hôpital, et ce n'est qu'une fois dans le vestiaire des infirmières, seule, qu'elle se permit de trembler. Ce soir-là, elle retrouva Samir au ciné-club comme prévu. Il vit immédiatement dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mauvaise journée? Elle lui raconta tout, pour la première fois, toute l'histoire depuis le début, le message, le divorce, Marianne, les menaces, cette impression d'étouffer sous le poids d'une famille qui refusait de la laisser partir en paix. Samir écouta sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il dit simplement « Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. » Ils marchèrent le long de la Seine après ça, dans le froid de novembre, et Samir prit sa main doucement, comme on fait avec quelque chose de précieux et de fragile. Isabelle ne la retira pas. Ils s'arrêtèrent devant un pont, regardèrent Paris scintiller dans la nuit. « Je peux vous prendre en photo? La lumière est belle. » Elle sourit. « Allez-y. » Il la photographia debout près du fleuve, cheveux au vent, sourire timide, et puis il lui montra le résultat sur son téléphone. « Je peux la poster sur le compte Instagram du ciné-club? On cherche à recruter de nouveaux membres. » Elle haussa les épaules. « Pourquoi pas ?» 2 jours plus tard, son téléphone explosa. 47 messages d'Alexandre. « C'est qui ce type? Tu m'as déjà remplacé? Ça fait même pas 6 mois. Réponds, bordel. Réponds. Tu m'as utilisé pendant 5 ans et maintenant tu joues la victime avec un autre connard. Maman avait raison sur toi. Réponds, putain. » Isabelle lut chaque message calmement, assise sur son canapé, une tasse de thé à la main, et puis elle bloqua le numéro. Puis tous les autres numéros inconnus qui suivirent. Email, Instagram, Facebook. Elle effaça Alexandre de tous les réseaux, méthodiquement, comme on arrache une mauvaise herbe. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, un dernier message d'un énième numéro inconnu. « Je te déteste. Tu m'as détruit. J'espère que tu seras heureuse avec lui. Adieu. » Elle ne répondit pas. Éteignit son téléphone. Au matin, elle le ralluma. Aucun nouveau message. Le silence, enfin. 6 mois après le divorce, Isabelle avait retrouvé son équilibre, ou plutôt elle en avait construit un nouveau, plus solide, plus à elle. Elle continuait à voir Samir 2 fois par semaine, parfois 3, jamais plus, et leur relation évoluait doucement, sans pression, sans attentes irréalistes. Juste cette tendresse tranquille de 2 personnes qui ont appris à leurs dépens que l'amour ne sauve personne, mais peut accompagner quelqu'un. Ils ne vivaient pas ensemble, gardaient chacun leur appartement, leur indépendance, leur vie séparée, et c'était exactement ce dont Isabelle avait besoin. Un soir de mars, Samir lui proposa quelque chose d'inattendu, un projet qui lui trottait dans la tête depuis des mois. Ouvrir un petit ciné-café, moitié salle de projection, un lieu pour les gens comme eux qui cherchaient un refuge contre le monde extérieur. Des films rares, des rencontres, des discussions.
Un endroit où on peut exister sans avoir à expliquer pourquoi on est seul un dimanche soir. Isabelle écouta, fascinée par son enthousiasme, cette lumière dans ses yeux qu'elle ne lui avait jamais vue avant. « Et financièrement » demanda-t-elle, toujours pragmatique. Samir sortit un dossier, des calculs, des projections. Il avait tout préparé. 15 000 € d'apport nécessaires pour démarrer, le reste en prêt bancaire. « Je peux mettre 10 000. Si tu voulais investir le reste ?» Isabelle hésita longtemps. Elle avait reçu 30 000 € de compensation financière après le divorce, fruit de longues négociations entre avocats, et c'était tout ce qu'elle possédait au monde en dehors de son salaire mensuel. Investir la moitié dans un projet aussi incertain, c'était prendre un risque énorme. Mais pour la première fois depuis des années, c'était un risque qu'elle choisissait elle-même. « D'accord, je suis partante. » Ils trouvèrent un local dans le 20e arrondissement, une ancienne librairie abandonnée avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Les travaux commencèrent en avril, épuisants mais exaltants, et Isabelle découvrit qu'elle aimait ça, créer quelque chose de tangible, peindre des murs, choisir des couleurs, installer des étagères. Elle avait passé sa vie à soigner les autres, à donner sans compter, et maintenant elle construisait quelque chose pour elle. Un soir, Léa passa voir l'avancement des travaux. Elle observa Isabelle perchée sur une échelle, un pinceau à la main, concentrée sur un mur qu'elle peignait en bleu nuit. « Tu ne parles plus jamais d'Alexandre. » Isabelle s'arrêta, descendit de l'échelle, posa son pinceau. « Non. » « Tu lui as pardonné ?» Long silence. « Je ne sais pas, mais j'ai arrêté d'attendre qu'il comprenne, qu'il s'excuse, qu'il change. J'ai juste avancé. » Léa sourit. « C'est ça, le vrai pardon. » Le jour de l'inauguration début juin, ils appelèrent en main le café Lumière et 40 personnes se pressèrent dans la petite salle pour la première projection, Le mépris de Godard. Docteur Mourad était là, Léa aussi, quelques collègues de l'hôpital, des habitués du ciné-club, et Samir présenta officiellement Inès à Isabelle pour la première fois. La petite fille aux grands yeux noirs était timide mais souriante. « Papa dit que tu aimes les films, moi aussi. » Isabelle sentit son cœur se serrer. Pas de tristesse, mais de quelque chose de plus doux, de plus fragile, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Plus tard, en fermant le café après la projection, Samir la retint par la main. « Isabelle, je ne suis pas pressée, je ne veux pas te forcer, mais je veux que tu saches. » Il hésita. « Quand je serai prêt, quand tu seras prête, j'aimerais qu'on devienne une vraie famille. Toi, moi, Inès, officiellement. » Elle comprit ce qu'il voulait dire sans qu'il ait besoin de prononcer le mot. « Un jour, dit-elle doucement. « Pas maintenant, mais un jour, oui. » 1 an après l'ouverture du café. Lumière ne faisait pas fortune, loin de là, les fins de mois restaient serrées et il fallait parfois jongler entre les factures. Mais le lieu vivait, respirait, accueillait chaque semaine des visages nouveaux et des habitués qui revenaient pour l'atmosphère autant que pour les films. Isabelle travaillait toujours à mi-temps à l'hôpital. Elle ne lâcherait jamais les enfants. Et le café occupait ses soirées et ses week-ends, cette double vie qu'elle avait choisie et qui l'épuisait parfois, mais la rendait heureuse d'une façon qu'elle n'aurait pas su expliquer. Samir et elle étaient ensemble, mais gardaient chacun leur appartement, leur indépendance, cette distance nécessaire qui leur permettait de s'aimer sans s'étouffer. Inès venait parfois le dimanche, timide au début puis de plus en plus à l'aise, et la relation entre elles se construisait lentement, par petits moments partagés, pas de fusion instantanée, juste une amitié prudente qui grandissait au fil des mois. Un soir de mai, presque exactement 2 ans après le message de Marianne, Isabelle reçut une lettre, manuscrite, de l'écriture d'Alexandre. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir, puis se dit qu'elle n'avait plus rien à craindre de lui maintenant. La lettre était longue, sincère peut-être, remplie de mots qu'il aurait dû dire il y a des années. Il racontait 2 ans de vraie thérapie, la rupture avec ses parents 6 mois plus tôt, son travail maintenant dans une librairie du Marais, cette vie simple et ordinaire qu'il avait enfin acceptée. « Je ne te demande rien, Isabelle. Pas de pardon, pas de seconde chance. Je voulais juste que tu saches, tu avais raison pour tout, et tu m'as sauvée en partant. » Isabelle relut la lettre 2 fois, puis s'assit à sa table et écrivit une réponse courte, sans rancune, sans tendresse non plus, juste honnête. « Merci pour ta lettre. Je te pardonne. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que je ne veux plus porter ce poids. Le pardon est pour moi.
Je te souhaite de trouver la paix. Prends soin de toi. Elle posta la lettre le lendemain et sentit quelque chose se fermer définitivement en elle, une porte qu'elle n'aurait plus jamais besoin de rouvrir. Le dimanche suivant, projection spéciale pour enfants au café. Inès avait invité 3 amis de l'école et elles regardèrent Mon voisin Totoro avec des yeux émerveillés. Après le film, une des petites filles demanda innocemment « C'est vous, la maman d'Inès ?» Isabelle hésita, chercha le regard de la fillette qui détournait les yeux, gênée. « Non, je suis une amie de son papa. » La petite hocha la tête et repartit jouer. Plus tard, en fermant le café, Samir glissa « Ça ne t'a pas dérangé, la question ?» « Non, j'ai répondu la vérité. » Inès était gênée. « Je sais. On a le temps. » Un soir, seule dans la salle vide du café après la dernière projection, Isabelle retrouva son vieux journal intime de ses 16 ans, qu'elle gardait dans un tiroir. Une phrase écrite à l'encre bleue, d'une écriture maladroite d'adolescente. « Un jour, j'aurai une vie à moi, une vraie. » Elle sourit en relisant ces mots écrits il y a presque 20 ans par cette fille, qui rêvait d'une famille, d'une maison, d'un mari aimant, de tout ce qui ressemblait à la normalité et à l'appartenance. Isabelle n'avait rien de tout ça, pas comme elle l'avait imaginé. Elle avait un café qui galère, un amour compliqué, une relation fragile avec une enfant qui n'est pas la sienne, un ex-mari qui ne s'est excusé qu'après 2 ans, une belle famille qui ne l'a jamais reconnue. Mais elle avait quelque chose de plus précieux que tous ses rêves d'adolescente. Elle avait elle-même, entière, libre, debout. Elle pensa à tout le chemin parcouru, aux personnes qui l'avaient soutenue quand elle pensait s'effondrer, Léa qui avait cru en elle, Docteur Mourad qui l'avait protégée, Madame Beaumont qui lui avait dit les mots justes au bon moment, cette passante anonyme qui l'avait relevée, et Samir qui lui avait montré qu'on peut aimer sans posséder. Elle n'avait pas besoin de leur pardon. Elle s'était pardonnée d'avoir cru, aimé, espéré, et elle avait appris quelque chose que la jeune fille de 16 ans ne savait pas. On ne construit pas sa vie seule, on la construit entourée de ceux qui nous voient vraiment. Son téléphone vibra. Message de Samir. « Inès demande si tu viens déjeuner dimanche. » Elle sourit, répondit « Bien sûr, j'apporte le dessert. » Puis ajouta « Et Samir, on peut parler de... l'année prochaine ?» 3 points apparurent. Puis, oui, j'aimerais beaucoup. Elle ferma la porte du café, regarda une dernière fois la salle vide qu'elle avait construite de ses mains. Ce jour est arrivé. Pas comme je l'avais imaginé, mais exactement comme il devait être. Et je ne suis pas arrivée ici seule. Dehors, Paris scintillait. Elle respira, sourit. Elle était libre. Elle était entourée. Elle était chez elle. 2 ans après ce message qui avait tout changé, Isabelle se tenait devant le café qu'elle avait construit de ses mains, entourée des personnes qui l'avaient relevée quand elle pensait ne jamais pouvoir se relever. Elle n'avait pas tout ce qu'elle avait imaginé à 16 ans. Elle avait mieux. Elle avait elle-même, entière, libre, debout. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour recommencer à croire en demain. Et vous, avez-vous déjà reçu un message qui a tout changé ? Avez-vous déjà dû choisir entre l'amour qui détruit et la dignité qui reconstruit ? Partagez votre histoire en commentaire. Vous n'êtes pas seul.